What was his biggest win in cage race? Lee Murray. Oh. Lee Murray was a fucking killer. Biggest armed robberies in the country's history. Robbers dressed as police tied up workers and escaped with 25 million pounds. 53 millions de livres. C'est le plus gros braquage de l'histoire de la Grande-Bretagne et il a été réalisé par un des plus grands combattants de MMA de son époque. Il a rivalisé avec les plus grands champions de ce sport comme Anderson Silva, mais il était encore plus redouté dans la rue où il aurait explosé le visage de Tito Ortiz dans une bagarre de bar. Mais même ça ne lui suffisait pas, parce que Lee Murray cherchait plus. Plus d'argent, plus de gloire, mais surtout plus d'adrénaline, ce qui va le pousser dans la drogue, les gangs, la prison et surtout dans le grand banditisme, en organisant un braquage si gros qu'il a marqué définitivement l'esprit des Anglais. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers sombre et fascinant de celui qui a fait la une des journaux du monde entier. Des chaos violents aux couloirs glacés des prisons marocaines, voici l'histoire complète de celui qui a défié les lois avec la même intensité avec laquelle il défiait ses adversaires dans la cage. Et préparez-vous bien parce que cette histoire va vous emmener dans un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pour comprendre comment Lee Murray est devenu l'un des criminels les plus connus de la Grande-Bretagne, il faut d'abord comprendre l'homme qui était dans l'octogone. Né le 12 novembre 1977, Lee Murray a grandi dans les rues du sud de Londres. Fils d'un père marocain et d'une mère anglaise, il découvre très tôt que ses poings peuvent résoudre bien des problèmes. Mais contrairement à d'autres jeunes de son quartier, Murray canalise cette violence dans quelque chose de constructif, le MMA. Mais dans les années 90, le MMA c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui, et c'était encore moins le cas en Grande-Bretagne. La plupart des combats étaient clandestins, à l'abri des regards dans des entrepôts et devant une foule assoiffée de violence. Et c'est dans cet univers que Murray commence à se forger sa réputation. Son style est unique, explosif et imprévisible, ses mains bougent à une vitesse qui défie l'œil humain, d'où son surnom de Lightning. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est cette aura de danger qui l'entoure. Même ses coéquipiers d'entraînement le savent, Lee Murray n'est pas juste un combattant, c'est un prédateur. Sa montée est fulgurante. Combat après combat, il détruit ses adversaires avec une précision chirurgicale. Son record parle pour lui. Il a déjà 8 victoires pour seulement 2 défaites. Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres, parce que ce qui compte vraiment et ce qui marque les esprits, c'est la façon avec laquelle il gagne. Prenez par exemple son combat contre George Rivera à l'UFC 46 en janvier 2004. Murray entre dans l'octogone avec la confiance d'un lion qui entre dans une arène. Pourtant, Rivera c'était un vétéran respecté, il pensait pouvoir utiliser son expérience pour neutraliser ce jeune loup britannique. C'était une erreur fatale. Dès les premiers échanges, Murray prend le contrôle. Ses coups de poing fusent. Rivera tente de l'emmener au sol, mais Murray retourne la situation avec une fluidité déconcertante. En quelques secondes, il verrouille une soumission, un mélange de triangle et d'armbar qui force Rivera à abandonner. Et à ce moment, la foule explose. Dana White, le président de l'UFC qui est dans les gradins, se frotte déjà les mains. Murray vient de faire exactement ce qu'on attendait de lui. Il a dominé un combattant plus vieux et plus expérimenté, avec un style unique et spectaculaire. Mais c'est aussi maintenant que les problèmes commencent pour Murray. En fait, il ne fait jamais les choses de manière simple. Et dans cette victoire, il y a quelque chose de troublant. Après avoir soumis Rivera, Murray se relève et fixe la caméra avec un regard qui glace le sang. Et ça, c'est pas le regard d'un sportif qui est satisfait de sa performance, mais le regard d'un prédateur qui vient de goûter au sang et qui en veut plus. Ce combat, ça devait être le début d'une grande carrière à l'UFC. Il avait tout pour réussir, le talent, le charisme et ce petit truc en plus qui permet de transformer n'importe quel combat en un vrai spectacle. Ça, les dirigeants de l'UFC l'avaient déjà repéré et ils voyaient déjà en lui leur futur poule aux œufs d'or. Mais le destin, lui, en a décidé autrement. Des complications avec ses papiers d'immigration l'empêchent de revenir aux États-Unis et son rêve américain commence à s'effondrer sous ses yeux avant même qu'il n'ait pu commencer. Et pour beaucoup, ça aurait été un échec cuisant. Pour Murray, ce n'est qu'un obstacle temporaire. Il retourne en Grande-Bretagne et continue à se battre dans des promotions locales, mais quelque chose a changé. La frustration grandit, l'argent ne rentre plus assez vite, et Murray commence à regarder ailleurs pour augmenter ses sources de revenus. C'est là que commence sa descente aux enfers. Mais avant de vous raconter comment ce champion est devenu un criminel, laissez-moi vous parler de l'incident qui a révélé la vraie nature de Lee Murray. Si vous voulez comprendre qui était vraiment Lee Murray, il faut connaître l'histoire de cette nuit de mai 2002. Une nuit qui est devenue légendaire dans le monde du MMA. Une nuit qui a montré que Murray n'était pas qu'un simple combattant, mais quelque chose de beaucoup plus dangereux. L'histoire se déroule à Londres, dans une boîte de nuit de Mayfair. Chuck Liddell et Tito Ortiz, deux des plus grandes stars de l'UFC, sont en ville pour promouvoir un événement. La soirée commence tranquillement, mais quand Lee Murray entre dans le club, l'atmosphère change instantanément. Et ce qui suit, c'est devenu l'une des histoires les plus racontées et surtout les plus déformées de l'histoire du MMA. Les versions diffèrent selon qui la raconte, mais les faits de base restent les mêmes. Murray et Ortiz ont une altercation. Les mots volent, les égos s'affrontent, et puis l'inévitable se produit.
Selon les témoins, Murray frappe Ortiz avec une telle violence que le champion UFC s'effondre instantanément. Et là, nous parlons de Tito Ortiz, un homme qui a affronté les meilleurs combattants du monde, qui a encaissé les coups de Chuck Liddell et de Ken Shamrock, et pourtant, un seul coup de poing de Murray suffit à l'envoyer au tapis. Chuck Liddell, qui était présent cette nuit-là, a confirmé plus tard que Murray était probablement l'homme le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré. Venant de la bouche d'un des frappeurs les plus redoutés de l'UFC, c'est un compliment qui fait froid dans le dos. Mais ce qui est vraiment troublant dans cette histoire, c'est que Murray n'a pas juste frappé Ortiz. Il l'a démoli avec une froide efficacité qui n'avait rien à voir avec la compétition sportive. C'était de la violence pure, brute et sans limite. C'était un aperçu de ce qui se cachait vraiment sous le vernis du combattant professionnel. Les conséquences sont immédiates, l'histoire fait le tour du monde du MMA, Murray devient instantanément une légende urbaine, mais cette notoriété a un prix. L'UFC, déjà réticente à cause de ses problèmes de visa, ferme définitivement la porte. Murray vient de cramer toutes ses chances avec la plus grande organisation de MMA au monde. Pour un homme normal, ça aurait été un signal d'alarme. Il était temps de se calmer, de se concentrer sur sa carrière, de reconstruire sa réputation, mais Lee Murray, c'est pas un homme normal. Au lieu de voir cet incident comme un avertissement, il va y voir une confirmation de son pouvoir. Dans sa tête, s'il peut terrasser une star de l'UFC d'un seul coup de poing, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Donc les mois qui suivent cette bagarre légendaire marquent un tournant dans la vie de Murray. Il continue de se battre, mais son cœur n'y est plus vraiment. Il a goûté à la gloire internationale et maintenant il se retrouve à combattre devant quelques centaines de spectateurs dans des petites salles. C'est dans cette période de frustration que Murray commence à fréquenter un cercle différent. Il ne s'agit plus de combattants, de promoteurs ou d'entraîneurs. Maintenant, il traîne avec des hommes qui gagnent leur vie différemment. Des hommes qui ne jouent pas selon les règles des autres hommes. Des hommes qui prennent ce qu'ils veulent. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire devient sombre. Parce que Murray va bientôt découvrir que son talent, il peut l'utiliser dans des domaines qu'il n'avait pas encore imaginés. Une manière qui va le transformer en l'un des plus grands criminels de l'histoire de la Grande-Bretagne. Mais pour comprendre comment il est passé de champion à criminel, il faut comprendre en détail sa descente aux enfers. Tout commence en 2004. Lee Murray vient de remporter son combat à l'UFC, mais son rêve américain est terminé. De retour à Londres, c'est la désillusion. Il doit tout reconstruire dans un paysage du MMA britannique qui n'offre ni la gloire, ni l'argent qu'il espérait. C'est dans ce contexte que Murray commence à chercher d'autres sources de revenus. Au début, ce sont des petites choses. Des travaux de sécurité pour des clubs de Londres, des services de protection pour des affaires locaux. Rien d'illégal sur le papier, mais Murray découvre rapidement que ces points peuvent ouvrir des portes que son talent de combattant n'ont jamais pu ouvrir. En effet, la réputation de Murray dans les rues de Londres grandit rapidement. Après l'incident avec Tito Ortiz, tout le monde sait qu'il ne faut pas le chercher. Murray qui règle une dispute d'un seul coup de poing, Murray qui fait plier des hommes 2 fois plus grands que lui avec un regard, et c'est grâce à cette réputation que Murray va rencontrer les hommes qui vont changer sa vie. Des criminels de carrière qui voient en lui un atout précieux. Un homme certes capable de violence, mais surtout suffisamment intelligent pour planifier des opérations complexes. Le nom de Leah Rusha commence à circuler autour de Murray. Rusha, c'est un criminel albanais connu pour ses connexions dans le monde du crime organisé. Il a l'expérience, les contacts et surtout l'ambition de Murray. Et ensemble, ils vont former un duo redoutable. Ses premiers travaux sont relativement simples. Ce sont des intimidations, des recouvrements de dettes, des missions où la simple présence physique de Murray permet à dissuader n'importe qui. Mais rapidement, les choses s'intensifient. Murray découvre qu'il a un talent pour la planification criminelle. Et plus les mois passent, plus Murray s'enfonce profondément dans ce monde parallèle. Sa carrière de combattant passe complètement au second plan. Il dispute encore quelques combats, mais son cœur n'y est plus. L'adrénaline du crime est devenue sa nouvelle drogue. En 2005, Murray est déjà devenu une figure respectée du milieu criminel londonien. Il a ses propres hommes, ses propres opérations et surtout ses propres ambition. Parce que Murray, c'est pas le genre de mec à se contenter de petites arnaques. Il veut pas être un maillon de la chaîne, il veut être le chef de l'opération. Et ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de plus grand. Il veut marquer l'histoire. C'est alors que Rusha, un ami à lui, lui parle d'une opportunité qui pourrait à jamais changer sa vie. Il s'agit d'un dépôt qui contiendrait des millions de livres sterling. Et il arrive déjà avec un plan qui nécessite les compétences bien spécifiques de Murray. Mais au début, il est sceptique. Murray pense que c'est une plaisanterie, que braquer un dépôt sécurisé, c'est uniquement le genre de choses qu'on voit dans les films. Sauf que plus il lui dévoile son plan, plus ça paraît cohérent et plus ça paraît concret. Et quelques temps plus tard, Murray réalise que c'est faisable. Mais il réalise surtout autre chose, c'est que c'est exactement le genre de défi qui peut satisfaire sa soif d'adrénaline. Le plan commence à prendre forme dans l'esprit de Murray, comme un combattant qui fait un game plan pour étudier son adversaire. Il commence à analyser sa cible, les forces, surtout les faiblesses, les opportunités, et lentement un plan commence à émerger. Murray ne le sait pas encore, mais il vient de prendre la décision qui va transformer sa vie à jamais. Une décision qui va le faire passer de statut de combattant respecté à celui d'un des criminels les plus recherchés du Royaume-Uni. Mais avant de vous raconter l'exécution de ce braquage, laissez-moi vous expliquer exactement en quoi consistait le plan de Murray et son équipe. Février 2006, dans un complexe industriel de Tonbridge dans le Kent, se dresse un bâtiment qui ne paye pas de mine. De l'extérieur, on dirait un simple entrepôt, mais à l'intérieur, il s'agit du Fort Knox britannique, le dépôt Securitas.
Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le dépôt contient plus d'argent liquide que n'importe quelle banque du pays. Nous parlons ici de centaines de millions de livres sterling stockés dans des coffres-forts ultra sécurisés. C'est l'argent de la Banque d'Angleterre qui en transite avant d'être distribué dans tout le pays. Pour Lee Murray, c'est la cible parfaite. Assez d'argent pour vivre comme un roi pour le reste de sa vie, mais surtout assez d'argent pour prouver qu'il peut réussir le coup du siècle. Murray passe des semaines à étudier la cible. Il découvre notamment que le dépôt emploie un certain Colin Dixon, un manager de 51 ans qui a accès à tous les coffres-forts. Dixon est l'homme clé. Si Murray peut le contrôler, il contrôle le dépôt. Le plan que Murray élabore est d'une simplicité terrifiante. Au lieu d'essayer de forcer les défenses du dépôt, il va utiliser Dixon comme un cheval de Troie. Kidnapper sa famille, forcer Dixon à coopérer et vider le dépôt de l'intérieur. Mais voici ce qui rend le plan de Murray si redoutable. Il ne s'agit pas d'un simple braquage, c'est une opération militaire. Parce que Murray va recruter une équipe de 7 hommes, chacun avec des compétences spécifiques, des spécialistes de la sécurité, des conducteurs expérimentés, des hommes capables de violence contrôlée. Parmi eux, il y a Stuart Royle, un criminel avec des connexions dans le monde de la sécurité privée, Jetmir Boukpapa, un Albanais connu pour sa brutalité, Roger Coutts, un ancien militaire qui connaît les systèmes de sécurité sur le bout des doigts. Chaque homme est le meilleur dans son domaine et est choisi pour une raison précise. Murray lui-même se réserve le rôle de chef de l'opération. Il sera celui qui coordonne l'attaque, qui prend les décisions cruciales, qui s'assure que tout se déroule selon les plans. Les préparations prennent des mois. Murray fait surveiller Dixon et sa famille, il étudie leurs habitudes, leurs trajets, leurs routines, il fait répéter l'opération encore et encore, comme un combattant qui prépare son combat. Mais dans tout ça, le plus impressionnant, c'est la façon dont Murray gère la psychologie de l'opération. Il sait que Dixon ne coopérera que si sa famille est en danger, mais il sait aussi que s'il va trop loin, Dixon pourrait paniquer et ruiner toute l'opération. Il faut doser la pression avec la précision d'un chirurgien. En étudiant le dépôt, Murray découvre quelque chose d'encore plus incroyable. Il n'y avait en réalité pas de limite au montant qu'ils peuvent voler. Le dépôt contient bien plus d'argent que ce qu'ils peuvent transporter. Le seul facteur limitant sera leur capacité à déplacer l'argent. Et cette découverte va changer complètement l'ampleur de l'opération. Murray ne planifie plus un simple braquage, il planifie le plus grand vol de l'histoire britannique. Le 21 février 2006, tout est prêt. L'équipe est en place, le plan est parfait, Dixon ne se doute de rien quand il quitte le dépôt ce soir-là, il ne sait pas que sa vie va changer pour toujours dans les prochaines heures. Murray vérifie une dernière fois son équipement, gants, masques, armes, tout est là. Dans quelques heures, il va soit entrer dans l'histoire, soit finir en prison pour le restant de sa vie. Et même pour un homme qui a affronté les meilleurs combattants du monde, qui a mis KO les stars de l'UFC avec un seul coup de poing, il est terrifié et son corps se remplit d'adrénaline. Le plan est en marche et bientôt le monde entier va découvrir de quoi Lee Murray est vraiment capable. « 21 février 2006 à 18h30, Colin Dixon roule tranquillement sur l'A249 près de Stockbury. Il rentre chez lui après une journée de travail normale au dépôt Securitas. Soudain, des phares bleus clignotent dans son rétroviseur. Dixon pense naïvement que c'est la police et se range sur le côté de la route. Une erreur fatale, parce que les hommes qui sortent du véhicule ne sont pas des policiers, mais bien les hommes de Lee Murray. En quelques secondes, Dixon est maîtrisé. Mais ce n'est encore que le début, parce que Murray a planifié quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qu'un simple kidnapping. Pendant que Dixon est neutralisé, une autre équipe frappe simultanément à son domicile. Sa femme et son fils de 9 ans sont également enlevés. Murray sait que Dixon ne coopérera que si sa famille est en danger, et maintenant c'est le cas. Dixon est emmené dans une ferme isolée du Kent. Là, Murray lui explique calmement la situation. Sa famille est en sécurité, mais seulement s'il retourne au dépôt, désactive les systèmes de sécurité et laisse son équipe faire le travail. La voix de Murray est calme et posée. Il n'y a pas de cris, pas de menaces hystériques. Dixon comprend immédiatement qu'il n'a pas le choix. À 1h du matin, Dixon retourne au dépôt. Escorté par 2 hommes de Murray, ses mains tremblent quand il tape le code d'accès, les caméras de sécurité l'enregistrent, mais il n'y a rien d'anormal. Juste un manager qui fait des heures supplémentaires. Une fois à l'intérieur, Dixon désactive le système d'alarme. Les portes s'ouvrent et l'équipe de Murray entre dans le dépôt. Ce qui suit défie tout ce qui peut être imaginé. Les hommes de Murray découvrent des cages remplies d'argent liquide. Des millions et des millions de livres sterling empilés comme des briques. Plus d'argent que n'importe lequel d'entre eux n'a jamais vu. Mais il y a un problème, il y a trop d'argent, beaucoup trop d'argent. Parce qu'au début, ils avaient prévu d'emporter que 10 à 20 millions, mais ils découvrent un total de plus de 200 millions de livres à l'intérieur de l'entrepôt. Donc ils vont prendre une décision, ils vont emporter tout ce qui est possible d'emporter. Donc sans s'arrêter pendant 2 longues heures, ils vont charger des billets de l'entrepôt à leur camion. Ils remplissent des sacs, des boîtes, tout ce qui peut contenir de l'argent, sauf que tout ça, c'était beaucoup plus lourd que ce qu'ils avaient imaginé. Leur véhicule commence à s'affaisser sous le poids, et c'est à ce moment qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas tout emporter. Donc l'équipe se concentre sur les billets de 50 et 20 livres. C'est plus dense et plus facile à transporter. Mais même comme ça, ils laissent derrière eux des millions de livres sterling. Pas par choix, mais par nécessité physique.
À 3 h du matin, l'opération est terminée. L'équipe de Murray quitte le dépôt avec 53 millions de livres sterling. Le plus grand braquage de l'histoire britannique vient de se terminer. Mais Murray sait très bien que le plus dur reste à venir. Maintenant, il faut disparaître avant que la police ne découvre ce qui s'est passé. Il faut cacher l'argent, éliminer les preuves et surtout éviter d'être capturé. Dixon et sa famille sont libérés, comme promis, mais ils sont traumatisés à vie. Dixon démissionnera quelques mois plus tard, incapable de retourner au dépôt. Sa femme en fera des cauchemars pendant des années. Pour Murray, à ce moment, c'est encore un succès total. Il vient de réaliser le coup du siècle, mais il se doute pas que ce succès va rapidement se transformer en cauchemar. Parce que la police britannique n'a pas prévu de laisser passer un affront pareil. Alors la chasse à l'homme la plus intensive de l'histoire britannique vient de commencer. Et Lee Murray est désormais l'homme le plus recherché du pays. Mais avant de vous raconter comment les choses ont tourné au vinaigre, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi le braquage. 23 février 2006, quand Dixon est libéré et qu'il retourne au dépôt Securitas, il va se rendre compte que les premières caches sont complètement vides et qu'il manque 53 millions de livres sterling. L'alarme est donnée immédiatement. En quelques minutes, le dépôt grouille de policiers, le FBI est directement contacté et tout le monde comprend instantanément qu'ils font face à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas juste un braquage, c'est un affront à l'État britannique, une humiliation qui ne peut pas rester impunie. L'inspecteur Paul Fotheringham prend la tête de l'enquête. Vétéran de Scotland Yard, il a vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais jamais rien de cette ampleur. Les premières pistes arrivent rapidement, les caméras de sécurité ont enregistré l'opération, les enquêteurs voient Dixon entrer dans le dépôt avec 2 hommes masqués. Ils voient l'équipe charger l'argent dans leur véhicule, ils ont des images claires des visages. Mais identifier les coupables, ce n'est que le début. Les retrouver, c'est une toute autre histoire, car Murray et son équipe ont disparu dans la nature. Les premiers jours de l'enquête sont cruciaux. La police fouille Londres de fond en comble, ils perquisitionnent des centaines de maisons, interrogent des milliers de personnes, ils savent très bien que l'argent est caché quelque part et qu'ils ont une fenêtre de temps limitée avant qu'il ne soit déplacé. Mais Murray était plus intelligent que ce qu'il pensait. Il avait anticipé la réaction de la police. L'argent a été divisé et caché dans des endroits bien séparés. Toute l'équipe est complètement dispersée et tout a été prévu depuis le début. Et Murray lui-même, il a déjà quitté le pays depuis longtemps. Parce qu'il savait que rester en Grande-Bretagne serait totalement impossible. Donc il s'est servi de sa double nationalité marocaine et britannique pour s'enfuir dans son pays d'origine. Donc le 25 février, soit 3 jours après le braquage, Murray s'envole pour le Maroc. Il utilise son passeport marocain et fuit le pays sans aucun problème. En quelques heures seulement, il est déjà à des milliers de kilomètres de la police britannique. Sauf qu'il a fait une erreur cruciale. Il pense que sa fuite vers le Maroc le met à l'abri des poursuites, mais ne réalise pas que la police britannique va déployer des moyens extraordinaires pour le retrouver. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, l'enquête s'intensifie. Les enquêteurs découvrent l'identité de tous les membres de l'équipe. Un par un, ils sont arrêtés. Certains résistent, d'autres parlent et les preuves s'accumulent. Stuart Royal est arrêté dans sa maison de Londres. Il nie tout, mais les preuves sont accablantes. Son ADN est sur les sacs qui ont transporté l'argent. Roger Coutts tente de fuir vers l'Espagne, mais il est intercepté à l'aéroport. Jetmir Boukpapa se cache dans un appartement à Manchester, mais la police le retrouve grâce à un informateur. Un par un, tous les membres de l'équipe de Murray tombent. Mais l'homme que la police veut vraiment, le cerveau de l'opération, reste introuvable. Les médias s'emparent de l'histoire. Les journaux tirent à la une le braquage du siècle. Le combattant UFC devenu criminel, 53 millions de livres sterling volés en une nuit. Murray devient instantanément une célébrité, mais pas exactement comme il l'espérait. Il est désormais l'homme le plus recherché du Royaume-Uni. Sa photo est placardée dans tous les aéroports, tous les ports et toutes les gares, et Interpol a même émis un mandat d'arrêt à l'international. Le FBI met Murray sur la liste des fugitifs les plus recherchés, des dizaines de pays sont alertés et la chasse à l'homme devient mondiale. Mais Murray ne se doute pas encore que sa tranquillité au Maroc touche à sa fin, car la police britannique n'a pas prévu d'abandonner. Ils ont des méthodes, des contacts et des ressources dont Murray ne soupçonne même pas l'existence. Et ils vont bientôt découvrir exactement où se cache l'ancien champion UFC. Mais si l'étau se resserre petit à petit sur Murray, l'histoire réserve encore des surprises que personne n'avait anticipées. Rabat, Maroc, en mars 2006. Murray pense qu'il a réussi. Il vit dans une villa luxueuse, entouré de sa famille marocaine. L'argent du braquage lui permet de vivre comme un roi, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la police britannique n'a toujours pas renoncé. L'inspecteur sait que Murray se cache au Maroc. Les services de renseignement britanniques ont tracé ses mouvements, ils savent qu'il vit sous protection, entouré de sa famille et de gardes du corps, mais ils savent aussi qu'il va finir par commettre une erreur. Le problème, c'est que le Maroc ne pratique pas l'extradition de ses citoyens. Murray, avec son passeport marocain, est techniquement intouchable. Mais la police britannique a d'autres idées. Une opération secrète est mise en place. Des agents britanniques travaillent en collaboration avec la police marocaine, ils surveillent Murray 24 heures sur 24 et attendent le moment parfait pour frapper. Murray, lui, commence à tourner en rond. Il a l'argent, mais il ne peut pas vraiment en profiter. Il est coincé au Maroc, incapable de voyager, incapable de retourner en Grande-Bretagne, et surtout, il s'ennuie. Un homme habitué à l'adrénaline du combat et du crime ne peut pas rester inactif si longtemps.
C'est alors qu'il commet sa première erreur. Il commence à reprendre contact avec des anciens associés et ces appels ils sont directement interceptés par les services de renseignement. Et grâce à ça, ils ont des messages qui révèlent exactement sa position. Mais Murray fait une erreur encore plus grave. Il commence à planifier de nouveaux coups. L'argent du braquage Securitas n'est pas suffisant. Il veut plus. Il veut continuer à défier le système. En juin 2006, Murray est impliqué dans une fusillade à Rabat. Les détails sont flous, mais il semblerait qu'il y a un conflit avec des criminels locaux. Plusieurs personnes sont blessées, Murray lui-même est touché à l'abdomen. Cette fusillade, c'est exactement ce que la police britannique attendait. Murray a violé la loi marocaine. Il n'est plus protégé par son statut de citoyen, il peut être arrêté et jugé au Maroc. Le 25 juin 2006, la police marocaine frappe. Murray est arrêté dans sa villa de Rabat, mais ce n'est pas pour le braquage de Securitas, mais pour tentative de meurtre dans l'affaire de la fusillade. Murray se retrouve dans une prison marocaine. Et les prisons marocaines, c'est pas exactement la même chose que les prisons britanniques. C'est un monde brutal, violent, où la loi du plus fort règne, mais pour un homme habitué au combat, c'est peut-être plus approprié. Sauf qu'il ne se laisse pas abattre, il sait que la bataille juridique ne fait que commencer. Il engage les meilleurs avocats du pays, il fait appel à sa condamnation et se bat sans relâche. Et pendant ce temps, en Grande-Bretagne, l'enquête se poursuit. Les autres membres sont jugés et condamnés, ils écopent de peines de prison sévères, mais tout le monde sait que le vrai prix, c'est Murray. En 2007, Lee Murray est incarcéré au Maroc pour son implication dans une fusillade survenue à Rabat. Il était initialement condamné à 10 ans de prison, mais l'enquête autour du braquage de Securitas se poursuit. Malgré les demandes insistantes des autorités britanniques, le Maroc refuse de l'extrader en raison de sa nationalité américaine. En 2010, à la suite d'un appel, sa peine est alourdie à 25 ans de prison. Murray reste détenu dans la prison de Tiefeld dans des conditions strictes. Il sait que même derrière les barreaux, il reste une priorité pour la justice britannique. Mais tant qu'il est au Maroc, il reste hors de portée d'un procès au Royaume-Uni. Et pendant sa détention, Murray tente de reconstruire une vie entre les murs. Il se marie et devient père, mais il ne retrouvera jamais sa liberté. Il n'a jamais été libéré ni placé sous liberté surveillée. Les rumeurs d'une extradition acceptée en 2015 sont fausses. Le Maroc n'a jamais cédé aux demandes d'extradition. Aujourd'hui encore, Lee Murray purge sa peine au Maroc. Il a 47 ans. Son nom continue à faire fantasmer le monde du MMA et du crime, non pas pour ce qu'il aurait pu devenir dans l'octogone, mais pour ce qu'il a accompli dans l'ombre. Son histoire continue de fasciner jusqu'aujourd'hui. Elle nous montre que la frontière entre le héros et un criminel est parfois plus mince que ce qu'on penserait. Et le pire, c'est que Murray, il avait toutes les qualités pour devenir un champion. Il avait le talent, l'intelligence et la détermination, mais malheureusement, il a tout investi dans la mauvaise direction. Peut-être que dans une autre vie, Murray serait devenu une légende de l'UFC et un des champions les plus respectés de l'histoire. Peut-être qu'il aurait inspiré des millions de jeunes combattants, et peut-être qu'il aurait laissé un héritage plus positif. Mais malheureusement, ce n'est pas l'histoire que nous connaissons. Celle que nous connaissons, c'est celle d'un homme qui a choisi le crime pour la gloire, et qui aujourd'hui doit faire face aux conséquences de ses actes. Ceci dit, Murray restera jamais The Lightning, le combattant qui frappait plus rapidement que la lumière, mais il restera surtout l'homme qui a volé 53 millions de dollars en une seule nuit, l'homme qui a défié l'État britannique et qui a gagné. Mais au final, ce que Murray a fait, c'est quelque chose dont peu d'hommes seraient capables. Il a pris son destin en main et a refusé les limites que la société lui imposait. Il a choisi de prendre ce qu'il voulait, et ça, peu importe les conséquences. Alors est-ce que c'était la bonne décision? Ça, l'histoire en jugera. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a réussi à marquer l'histoire et que son nom ne sera jamais oublié. Il restera jamais celui qui a réussi à transformer ses points en de l'or, l'homme qui a prouvé que tous les rêves, même les plus fous, pouvaient être réalisés, même si le prix à payer est parfois plus lourd que prévu. Voilà, cette vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser étant donné que son histoire est vraiment folle. Là, on est un peu sorti de la niche MMA même si on reste à moitié dedans, donc n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu en mettant des pouces bleus ou encore en le disant dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup pour savoir qu'est-ce que je peux faire comme prochaine vidéo et surtout ça booste la vidéo dans l'algorithme, ce qui moi me permet d'en sortir plus souvent et de toujours meilleure qualité. Et je prends encore quelques secondes de ton temps pour te dire qu'il y a bientôt les rash guards et les shorts de MMA qui vont sortir sur ma marque. Je te mets le design directement à l'écran, on a travaillé des mois dessus pour avoir le design le plus stylé possible et surtout une qualité incroyable. Les shorts sont en double épaisseur avec un collant en dessous avec une ouverture complète sur le côté. Et les rash guards sont ultra résistants avec un tissu épais mais pourtant qui respire énormément. Donc ils sont ultra confortables, testés par beaucoup de combattants et surtout ils sont très stylés moi je trouve. On a passé des mois avec des designers pour avoir ce style abouti et ça va sortir dans quelques semaines avec une collection qui est très limitée. Donc vu toutes les personnes qui sont déjà inscrites à la newsletter et qui attendent d'avoir la notification que le produit sera en ligne, je te conseille de toi aussi t'inscrire, je pense que ça va partir très rapidement, donc je te mets le lien dans la description si jamais tu veux être au courant. Et si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu fais partie des vrais OG de la chaîne, merci à toi pour ton soutien et merci à toi de regarder la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.